ONG allemande Sea Eye de suspendre ses opérations de sauvetage en Méditerranée. Cette décision fait suite à la circulaire libyenne qui impose une autorisation aux navires étrangers pour naviguer dans les eaux territoriales libyennes. Sea Eye assure qu'elle ne peut pas imposer à ses marins de travailler dans ces conditions. Et nous laissons derrière nous un fossé mortel, s'attriste l'organisation allemande. Cette décision de Tripoli semble en revanche faire le bonheur des autorités italiennes. Le ministre des Affaires étrangères salue un rééquilibrage en mer Méditerranée. Et puis la dernière soirée des mondiaux d'athlétisme pour refermer ce journal en direct avec nous depuis Londres, Christophe Jousset. Alors Christophe, on a vécu hier ensemble dans la soir l'arrivée épique du 5000 mètres masculin. Et maintenant ce sont les femmes, elles se sont élancées il y a à peine 2 minutes sur la même distance. Oui, c'est ça, 2 minutes de course, alors sur un tout petit rythme, même si là les Éthiopiennes estiment que ça va vraiment trop lentement, donc il ne sera pas question de record ce soir, ça va être une course quand même hyper tactique avec dans le rôle de la favorite, eh bien Almaz Ayana, on l'a vu il y a quelques jours au début de ces championnats du monde s'imposer avec une énorme avance sur le 10 000 mètres, 46 secondes d'avance sur l'Éthiopienne Tirunesh Dibaba, un gouffre, un écart jamais vu au championnat du monde. On se souvient aussi qu'aux Jeux Olympiques, Almaz Ayana avait survolé le 10 000 mètres en battant le record du monde, mais elle avait dû se contenter de la 3e place sur 5 000. Alors est-ce qu'elle va réussir le doubler ce soir? Là est la grande question, sachant qu'il y a d'autres athlètes très ambitieuses dans cette course, à commencer par Hélène Obiri, la Kenyane, vice-championne olympique en titre, qui est la plus rapide cette saison sur 5000 mètres. Et il y en a d'autres. On va voir tout ce que ça donne dans une dizaine de minutes pour l'arrivée, un peu plus, même si ça va lentement. Et puis, on vous annonce aussi d'autres grandes finales à venir. Le 800 mètres féminin, où il y aura la Sud-Africaine Semenya dans le rôle de favorite, avec la Burundaise Nyansaba et la Kenyane Wangui. Et sur 1500 mètres également, attention à Asbel Kiprop, le Kenyan, triple champion du monde en titre. Et ce sera tout à l'heure, vous serez en direct d'ailleurs avec nous dans la 2e édition d'Afrique Soir. Merci Christophe Jousset, et merci à vous d'être fidèle à l'écoute de Radio France Internationale. Il est 20h40, ici à Paris, 2 heures de moins en temps universel. Géopolitique, champion. 20 ans après la rétrocession de Hong Kong, colonie britannique jusqu'en 1997, à la Chine, le statut spécial de l'île, un pays deux systèmes, est-il menacé? L'ogre chinois se prépare-t-il à avaler Hong Kong, territoire pas assez docile à son goût? On continue d'en débattre avec nos 3 invités. Jean-Philippe Béja, directeur de recherche émérite au CNRS série Sciences Po et chercheur associé au Centre d'études françaises sur la Chine contemporaine à Hong Kong. Philippe Lecor, chercheur à la Brookings Institution de Washington et chercheur associé à l'IRIS, et Alain Wang, sinologue, enseignant à l'École Centrale Paris et à l'Institut français de la mode. Philippe Lecor, quel est l'événement déterminant qui a déclenché, selon vous, le raidissement de Pékin par rapport à Hong Kong? Moi, je pense qu'effectivement, ça a commencé en 2014 avec le mouvement des parapluies. Si vous voulez, vous avez un numéro 1 chinois, Xi Jinping, qui est le dirigeant chinois le plus fort depuis Mao, probablement. Je serais intéressé de savoir ce qu'en pensent mes collègues là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous voulez, vu tout ce qui se passe vis-à-vis des dissidents, de la presse en Chine, vous avez une reprise en main générale en Chine. Et Hong Kong ne peut pas, si vous voulez, avoir un système démocratique comme ça aux portes de Shenzhen. C'est juste impossible. Alors en plus, cette année, avec le congrès du Parti communiste chinois, qui aura lieu dans quelques semaines, mais déjà en 2014, si vous voulez, ça ne figurait pas dans le plan de Xi Jinping. Et donc, c'est pour ça aussi que ce dont je parlais tout à l'heure, cette façon d'intégrer Hong Kong à une région plus vaste, et Macao, c'est une manière de dire, bon, voilà, la Chine a maintenant sa façon de voir les choses. Il y a un dirigeant qui dirige avec ses collaborateurs, avec ses différents groupes qu'il a mis en place. Les instances du parti sont occupées, les postes sont occupés par des proches de Xi Jinping, et ça va continuer évidemment. Et Hong Kong, si vous voulez, doit rester comme une sorte de vitrine, puisqu'il y a un texte, les Chinois sont relativement légalistes, il y a un texte qui a été signé par la Chine et par le Royaume-Uni. Entre parenthèses, le Royaume-Uni n'a plus du tout son mot à dire. Tout ce que peuvent dire les parlementaires britanniques de passage n'a absolument aucune importance aux yeux de Pékin. Et d'ailleurs, ils ne disent pas grand-chose, puisque, comme vous savez, il y a le Brexit qui est en cours. Donc, c'est pas le moment pour le Royaume-Uni
maintenant avec Pékin sur les affaires de Hong Kong, quoi qu'ils en disent. Donc je crois que c'est essentiellement ça. Vous voyez, Hong Kong, repère de démocrates, ça ne marche pas avec le système Xi Jinping, de même que Taïwan d'ailleurs, avec une présidente du parti indépendantiste, ce ne sont pas des sujets qui font trop plaisir à Pékin. Jean-Philippe Béja, quand Deng Xiaoping a eu cette idée de deux systèmes pour un même pays, à votre avis, les dirigeants chinois à l'époque n'avaient pas l'intention de saper progressivement l'influence de Hong Kong, et tout a changé quand Xi Jinping, comme le disait Philippe Lecor, est arrivé au pouvoir? Non, je crois que le changement remonte bien avant. Le changement remonte au lendemain de la répression du 4 juin 1989. Au lendemain de Tiananmen, Hong Kong a joué un rôle très important de soutien à l'ensemble du mouvement pour la démocratie, et donc les dirigeants chinois se méfient. Ils se méfiaient même avant. Enfin, ils se méfiaient d'avoir un système simplement, il n'y avait pas un système vraiment démocratique, y compris dans les années 80. Il n'y avait pas d'élections directes. Ces élections directes ont commencé en 1991, après l'adoption de la loi fondamentale. Donc si vous voulez, ce sont les dirigeants chinois qui, pour s'attirer les bonnes grâces de la population de Hong Kong, ont promis cette démocratisation. Après, ils se sont trouvés très gênés avec cette démocratisation. Et donc, bien évidemment, leur idée, c'était de faire la stratégie du Front uni. Le Front uni, c'est le Parti communiste dirige, mais il peut intégrer à sa gouvernance un certain nombre de groupes qui sont en dehors du prolétariat. C'est l'une des trois armes magiques de Mao Zedong. Donc c'est un peu comme ça qu'on avait vécu un pays de système. Mais surtout, on pensait que Hong Kong était une cité économique. L'idée c'était, voilà, à Hong Kong on fait du fric, on pense qu'à ça, et ça va très bien. Et donc les Hongkongais, ce qui les intéresse, c'est de gagner de l'argent et d'aller danser et de jouer de gauche. Et puis ce qui s'est passé, et ce qu'ils n'avaient pas vu venir, c'est l'émergence de cette identité, de cette communauté politique qui s'est structurée autour et qui s'est renforcée au lendemain de la répression du mouvement pour la démocratie de 1989. À ce moment-là, une partie des Hongkongais se sont dit il faut absolument qu'on ait un régime qui soit démocratique pour empêcher justement Pékin d'empiéter sur de faire un pays de système à sa façon. Donc il y a, c'est vrai, tout ce que vient de dire Philippe Lecor sur la volonté des dirigeants du parti et la volonté de Xi Jinping de reprendre en main, c'est vrai, bien sûr, sauf que c'est pas le mouvement des parapluies qui a conduit Xi Jinping à durcir, c'est le durcissement de Xi Jinping qui a conduit au mouvement des parapluies, puisque la demande, la promesse de Pékin était d'avoir un chef de l'exécutif élu directement au suffrage universel en 2017, et que le 31 août 2014, l'Assemblée populaire nationale a interprété cette promesse en disant les candidats devront être visés, devront obtenir la moitié des voix du comité de sélection, c'est-à-dire devront être sélectionnés par Pékin. Et c'est ça qui a déclenché le mouvement des parapluies. Alain Wang, justement, le mouvement des parapluies, donc il y a eu un bras de fer entre les autorités et les jeunes étudiants, bras de fer qui a duré 79 jours. Tout à l'heure, je disais qu'il s'était soldé par un échec. Jean-Philippe Béja n'est pas d'accord. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense pas que c'est un échec, parce que c'est en même temps la révélation de nouveaux jeunes qui se sont lancés véritablement dans une confrontation directe politique vis-à-vis de Pékin, et que cette manifestation a servi aussi, elle est révélée, elle est propulsée sur le devant de la scène. Donc il remplace des gens qu'on a connus ultérieurement, Martini, les vétérans, Jimmy Lai aussi, qui commence un petit peu à vieillir, et autres. Donc je pense que cette fois-ci, il y en a des jeunes aussi beaucoup plus ouverts, beaucoup plus mondialisés, qui sont en train véritablement de réclamer pour Hong Kong, alors on peut parler d'indépendance entre guillemets, mais de réclamer certainement une plus forte autonomie. Mais alors vous parliez d'autonomie, mais certains réclament même l'indépendance. Il y a des divisions voilà, au sein de cette jeune garde, Jean-Philippe Béja. Très fort. Enfin, disons que ceux qui demandent l'indépendance, c'est une toute petite minorité. Alors évidemment, il y en a deux qui ont été élus, qui ont été logés, mais si vous voulez, ce qui est quand même assez extraordinaire. Pendant 150 ans, Hong Kong a été une colonie britannique. Et il n'y a eu aucune revendication. Toutes les colonies du monde ont vu une libération nationale. Or, jamais
à Hong Kong, il y a eu pour la libération nationale, que Hong Kong devienne. Rappelons quand même que la première réaction de la République populaire de Chine, quand elle est entrée à l'ONU en 1971, a été de retirer Macao des territoires indépendants. Parce qu'il fallait les récupérer. On ne parle de développement. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de mouvement pour l'indépendance. Et puis, 20 ans de pouvoir du système, on arrive à un mouvement pour l'indépendance. Peu de gens, je le disais, une partie des gens, si vous voulez, tout ça s'explique par la déception terrible qu'a provoqué cette décision du Parti communiste de limiter cette promesse, de ne pas tenir cette promesse. Philippe Lecor, vous vouliez intervenir? Oui, moi je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a une identité hongkongaise, il y en a une depuis très longtemps, la cantonaise, la culture hongkongaise, elle est très particulière. Maintenant, le mouvement pour l'indépendance de Hong Kong, si vous voulez, il est hélas voué à l'échec. La population, y compris les adultes, soutiennent ces jeunes démocrates qui sont des gens tout à fait admirables, mais je ne vois pas quel est leur avenir dans le cadre de la Chine. D'ailleurs, hélas, le mouvement des dissidents en Chine, pour l'instant, vit quand même difficilement. On a parlé de Liu Xiaobo, et pourtant c'est le plus connu, et qui vient de décéder malheureusement. Donc si vous voulez, le problème c'est que Pékin, dans la trajectoire qui est la sienne aujourd'hui, la trajectoire mondiale et la trajectoire régionale, ne laissera jamais une autonomie de Hong Kong se développer ou se transformer en indépendance. De même que Taïwan, encore une fois, ne pourra jamais déclarer l'indépendance au risque de représailles très sérieuses par la Chine. Donc je pense effectivement que ce mouvement démocratique qui vit une nouvelle ère à travers ces jeunes militants, il va falloir qu'ils trouvent leur place dans un système où il leur reste maintenant une trentaine d'années pour essayer de faire exister ce mouvement sans réclamer vraiment l'indépendance, parce que ça risque de mener à une répression encore plus forte. Et ce sont les fameuses lignes rouges. C'est ce qui inquiète un peu les parents, si vous voulez, les gens qui ont vécu la rétrocession, qui aujourd'hui voient leurs enfants manifester d'une façon assez virulente. Et ils sont en même temps impressionnés parce que je crois que les parents, eux aussi, sont fiers de cette identité hongkongaise. Ils ne veulent pas être comme la Chine continentale, ça, on est tous d'accord là-dessus, je crois. Mais maintenant, ils portent leurs enfants et ils savent bien, si vous voulez, que réclamer l'indépendance de Hong Kong, ça mènera à une reprise en main extrême. Les démocrates plus traditionnels, tout d'abord une nouvelle génération d'émerger après le mouvement des parents. Donc là, cette transition générationnelle